Allons-y! C'est parti! Dîner pas gêné, sport et grossesse, les dernières recommandations. Donc, vous le savez, hein, j'ai écrit un livre sur la grossesse qui va sortir le 22 janvier prochain, donc avec 1 an de délai, parce que j'ai été pas capable de le finir à temps. Mais voilà, donc on va l'avoir en janvier prochain. Et pour écrire ce livre-là, mais j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire là, dans les dernières études scientifiques, parce qu'on se le cachera pas. On étudie les femmes depuis très peu de temps, donc tout est à découvrir et là, on étudie davantage là, la grossesse. Donc, j'ai très hâte de vous partager tout ça. Vous me dites si ça va pas, en effet. Donc, allons-y. Êtes-vous prêtes? 1, 2, 3, c'est parti. Donc, sport et grossesse. S'il y en a qui ont envie de m'écrire ce qu'elles croient, donc est-ce qu'il y a des limites quand on est enceinte? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire, qu'on devrait faire plus? Des choses qu'on devrait faire moins? Je vous écoute, je vous laisse écrire. Et pendant que vous m'écrivez sur ce que vous connaissez déjà des restrictions sport et grossesse, je vous rappelle, si tu es une professionnelle de la périnatalité qui m'écoute, le 14 septembre, je redonne ma grosse formation de 6 heures qui transforme la vie de toute professionnelle de la périnatalité, où est-ce qu'on vient vraiment là, redonner de l'importance aux transformations des femmes durant la grossesse et l'accouchement. Donc, grosse formation, les filles, si vous n'êtes pas déjà inscrites, vous êtes déjà 6 inscrites. Donc, il reste encore 4 places. Vous êtes les bienvenus à vous joindre à moi. Donc, personne n'a envie de commenter qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. OK. Est-ce qu'on a le droit de lever des charges lourdes, les filles? Répondez. On a-t-il le droit de lever des charges lourdes quand on est enceinte? On a-t-il le droit d'aller courir quand on est enceinte? On a-t-il le droit de sauter quand on est enceinte? On peut-tu aller faire du ski? Faire du vélo quand on est enceinte? Dites-moi donc, qu'est-ce que vous en pensez? On a-t-il le droit de faire ça? Y a-t-il des choses qu'on devrait pas faire? Des choses qu'on devrait faire? C'est aujourd'hui qu'on en parle. Les vraies dernières recommandations. Donc, il n'y a personne qui se plonge. Personne qui veut dire qu'est-ce qu'il pense. OK, bien écoutez, je vais vous donner l'information. Mais quand même, ah bon, Julie, enfin, merci! Ça dépend de ce qu'on faisait avant d'être enceinte. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que c'est vrai qu'enceinte, on peut faire tout ce qu'on faisait avant d'être enceinte, en fait? Est-ce que ça nous donne une espèce de passe-droit? Est-ce que c'est vraiment contre-indiqué de commencer des nouvelles choses pendant la grossesse? Donc ça, c'est carrément une croyance qu'on va venir travailler. Merci de l'avoir nommée, Julie, c'est très apprécié. Donc, on va venir répondre là, à cette croyance-là. Donc, Julie, si tu restes jusqu'à la fin, tu me diras finalement la conclusion, c'est quoi? Donc, c'est parti. On va juste commencer par voir c'est quoi du sport, hein? Oui, moi aussi, j'ai hâte de te le dire. Donc, c'est quoi un sport? Hein? Il y en a-tu qui connaissent la définition d'un sport? C'est drôle parce que je suis physiothérapeute, j'ai été une athlète de haut niveau, puis jamais on m'avait donné la définition de c'est quoi un sport. C'est comme évident, mais de le nommer, c'est dur. Et là, dans une étude, enfin, quelqu'un l'a dit, un sport, c'est quoi? J'étais contente, hein, je veux dire, à un moment donné, puis ça va être drôle après, tu vas voir, parce que par rapport à la grossesse, il y a des choses bien sportives qu'on ne croirait pas. Donc, un sport, c'est tout mouvement du corps qui augmente notre consommation d'énergie par rapport au repos. C'est considéré comme une activité sportive. Fait dès que tu dépenses de l'énergie plus que quand tu es au repos, c'est une activité sportive. Et là, on s'entend, il y a des tonnes de bienfaits au sport qu'on ne va pas contredire aujourd'hui. Donc, en général, ça améliore la santé physique, ça améliore la santé dans notre tête aussi. Ça réduit même les risques de cancer, de démence. Ça diminue la progression de certaines maladies chroniques, comme par exemple l'hypertension, l'ostéoporose, le diabète. Fait que tu sais, je pense pas qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre que faire du sport, c'est bon. Je pense qu'on est au courant, OK? On est d'accord. Mais
qu'est-ce que ça fait à bébé? Qu'est-ce que ça fait au placenta? Grosso modo, on va aller voir un peu. Donc, pour bébé, ça a aussi plein d'avantages pour bébé, autant que pour la mère, en fait, parce que ça va réduire le taux de diabète de la maman. Et ça, moi, c'est comme ça que j'ai contrôlé mon diabète. Puis là, je le sais, c'est pas parce que ça m'est arrivé à moi que c'est tout le monde qui vit ça, là, parce que le diabète, des fois, c'est compliqué, là, les hormones durant la grossesse. Mais moi, mon diabète de grossesse, je l'ai toujours contrôlé grâce au sport. Donc, moi, quand je mangeais, j'allais juste prendre une marche ou faire un peu de rameur, où je faisais un petit vidéo de Zumba de 10 minutes sur YouTube et mes taux étaient toujours beaux après ça. Fait que moi, j'ai vraiment beaucoup utilisé le sport pour gérer mon sucre dans mon sang parce que j'avais vraiment une tendance à faire du diabète de grossesse. Ça va aussi aider au niveau des troubles hypertensifs et on sait, par exemple, la pré-éclampsie, un des premiers signes, ça va être les pressions. L'hypertension, donc une pression qui est trop haute, donc qui est au-dessus de 120 sur 90. Donc ça va être vraiment là quelque chose qui peut être aidé grâce au sport. Et on a 4 fois moins de chances d'avoir de césarienne quand on est une sportive enceinte. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, les filles, vous me direz si vous l'avez déjà entendu, que les filles qui font trop d'impact, par exemple course, saut, tout ça, ils risquaient d'avoir le vagin qui se laisse pas aller pendant la poussée. Donc, ça se pourrait que leur vagin fasse résistance à bébé pendant sa descente. Dites-moi si vous aviez déjà entendu ça. Ça aussi, on va y répondre là, dans ce petit live-là. Dans les autres choses super intéressantes que j'ai appris dans les études, c'est que vraiment le sport va améliorer la circulation entre le placenta et bébé. Donc, chez les femmes qui courent au moins 4 fois par semaine pendant 40 minutes, à 55%, là, c'est là qu'on a vraiment vu une amélioration importante de la circulation entre bébé et son placenta, à un point tel que le placenta va être beaucoup plus petit chez les femmes sportives, donc beaucoup moins de risque d'hémorragie, évidemment, parce que tu as une plaie beaucoup moins grande dans l'utérus quand le placenta naît. Okay? Donc, on va avoir un placenta beaucoup plus efficace et beaucoup plus petit chez les sportifs. Donc, comme je vous dis, tout ce qui a trait là, à la santé des femmes, c'est actuellement en étude, donc tout est à découvrir. Fait que l'impact que ça a, selon moi, c'est une hypothèse, c'est pas ce que j'ai lu, ça aurait, là, selon moi, un effet sur la plaie, en fait, dans l'utérus, ce qui est quand même assez logique. Donc, grosso modo, ça a l'air de ça. Sauf que là, ça voyons, on va-tu le dire, il y a plein de bienfaits à faire du sport, mais c'est pas ce qu'on observe chez les personnes enceintes de faire du sport. En fait, ce qu'on évalue, c'est que 39% des femmes, donc 4 filles sur 10, qui faisaient du sport avant d'être enceintes, vont juger que c'est plus sécuritaire d'arrêter d'en faire pendant qu'ils sont enceintes. Donc, c'est vraiment une drôle d'idée. Puis je le comprends parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression que c'est la façon sécuritaire de mener une grossesse à terme, c'est d'arrêter de faire du sport ou d'être trop intense dans notre sport. Et là, on va aller démystifier un petit peu tout ça. Donc, les premières semaines de grossesse, c'est là que les femmes sont plus à risque, en fait, de réduire leur intensité sportive. C'est juste 11% des femmes qui sont enceintes qui vont suivre les recommandations d'activité physique. Donc, les recommandations de grossesse, c'est au moins d'avoir une intensité modérée pendant 20 minutes, au moins 3 fois semaine à 5 fois semaine. Donc, ça, c'est les recommandations. Il y a juste une femme sur 10 qui suit ces recommandations-là. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, sachant tous les bienfaits, réduction de césarienne, amélioration de la circulation dans le placenta, contrôle de la tension, qui prévient les pré-éclampsies. Donc, il y a vraiment des gros effets sur la santé très intéressants par rapport au sport. Est-ce que ça, c'est un réflexe que vous aviez, vous les filles, de réduire votre sport durant votre début de grossesse pour protéger la grossesse? Donc, vous m'écrirez.
Et celles qui m'écoutent, ça c'est toujours apprécié si vous voulez partager votre écoute sur votre page personnelle. Ça me permet de pas parler pour rien puis d'avoir de plus de yeux qui m'écoutent possible. Des yeux qui m'écoutent, évidemment. Des oreilles et des yeux qui me regardent. Voyons, je vais-tu le dire? Aidez-moi quelqu'un, le bébé a bien tété cette nuit. C'est de ça que j'ai de l'air dans ce temps-là. Mais ce que j'ai réalisé, c'est quand je dors pas beaucoup la nuit, peut-être que j'ai de la misère avec mes mots, mais je suis une maudite bonne physio. Parce que mes mains deviennent hyper instinctives puis je guéris encore mieux les gens. Donc, je souhaite toujours à mes clientes la veille d'une journée clinique d'être bien fatiguée parce que je suis meilleure dans ce temps-là. Mais c'est pas sain, c'est pas sain. Donc, vous me direz, les filles, si vous aviez ce réflexe-là de réduire le sport en début de grossesse. Donc, la détente, c'est vraiment vu comme un comportement plus sécuritaire, plus bénéfique pour amener la grossesse à terme. Donc, voilà. OK, vélo et canot, Sarah. Parfait, merci de me l'écrire. On va en parler tout de suite après. Donc, on va essayer de démystifier tout ça là, selon les dernières recommandations. Et toi, Christine. Coucou, Christine! OK, donc toi, tu faisais beaucoup de paysagement à 38 semaines de grossesse. Te connaissant, ça me surprend pas. Parfait. Oh, Mélanie! Allô! Oh! Les femmes qui veulent un bébé à 45 ans, oui, ça va me faire plaisir de te donner là, les données scientifiques à ce sujet-là. J'étais sportive, Marie-Lou, avant ma grossesse, entraînement 2-3 fois semaine. Maintenant, c'est difficile de m'entraîner rien qu'une fois. Je comprends. On va essayer de voir ça ensemble aussi. Moi, au contraire, j'ai envie... Là, c'est écrit... Alexandra, que c'est bon. J'ai eu un bug hein, de yeux en regardant ton nom. Elle veut pas être retrouvée, notre Alexandra. Donc, moi, au contraire, j'ai envie de bouger plus. Je suis en arrêt et très sportive. Parfait, je comprends. Coucou, Mel. OK, parfait. Fait que je vais répondre à tout le monde. Là, c'est évident. Des super bonnes questions. Merci beaucoup. Donc, là, on va déjà en répondre à une. En fait, on réduit nos risques de prématurité de 40% en restant sportive durant la grossesse. Donc ça là, si mettons là, tu es à 100% sûr d'avoir un prématuré, puis que tu te mettais à faire du sport enceinte, tu réduirais là, de 40% tes chances. C'est quasiment une chance sur 2 que tu enlèves d'avoir un prématuré. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. C'est quand même pas négligeable. Et là, je dis ça. Par contre, si en tout temps, ton médecin, ta sage-femme, la personne qui te suit te dit « Tu dois arrêter de faire telle chose », écoute absolument. OK? Écoute absolument. Là, on est en train de parler de grossesse saine qui se passe bien. Donc, tout le monde a ses particularités. Après ça, il faut ramener ça à nos besoins personnels et ça prend une évaluation pour être en mesure de donner vraiment des recommandations personnalisées. Mais globalement, dans la population générale qui va bien, hein, qui n'a pas un suivi à risque, par exemple, on voit plutôt une diminution du taux de prématurité de 40%. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et une autre chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'au 3e trimestre, juste exister enceinte au 3e trimestre, ça demande tellement d'énergie, exister au repos, qu'on considère ça déjà comme une activité sportive. Donc, les filles qui m'écoutent aujourd'hui, si vous êtes enceinte au 3e trimestre, juste exister 24/7, c'est une activité sportive. Donc, ça se pourrait qu'il y ait bien des choses qui prennent le bord ou qu'au contraire, que tu prennes plus de pauses après avoir fait des activités parce que toi, tu es comme en train de faire un sursport en fait parce que tu étais déjà en activité sportive. Donc ça, je trouve ça important de vous le dire. J'aurais aimé qu'on me dise, moi qui est tellement intense puis qui avait de la difficulté à s'y retrouver à chaque grossesse, je me disais, ben voyons, je me reconnais pas, je suis tellement fatiguée, moi qui ai tellement d'énergie, il faut que je prenne des pilules pour me calmer d'habitude. Je me reconnaissais pas puis ça m'aidait pas parce que ça m'amenait une espèce de détresse psychologique. J'aurais aimé qu'on me dise au 3e trimestre, en fait, Mel, t'es déjà en sport, fait que c'est normal qu'il faut que tu prennes plus de pauses. Et là, on va parler de où est-ce qu'on prend des pauses dans notre société et qu'est-ce qu'on devrait faire, en fait.
à la place. Donc, la tendance actuelle, en fait, quand on a moins d'énergie durant la grossesse, ça va être de couper sur toutes les choses qui nous font du bien, comme les loisirs, puis aussi sur notre sport pour garder notre énergie pour le travail et les tâches ménagères. Donc, levez la main, celles qui se sentent concernées. Quand ils ont moins d'énergie, puis là, il y en avait une tantôt, je pense que c'est Alexandra, justement. Attends, pourquoi j'arrive pas à avoir des autres commentaires? OK, c'est bon, j'ai réussi. C'est Marie-Lou. Marie-Lou qui disait ça. Donc, moi, j'ai de la misère à la faire juste une fois par semaine actuellement. Donc, est-ce que ça se pourrait que, justement, tu manques un peu d'énergie là avec les enfants et tout ça et que, ben, tu vas prioriser. Puis là, je dis pas juste toi, Marie-Lou, parce que c'est généralisé, c'est reconnu scientifiquement. Est-ce que ça se pourrait, Marie-Lou, si tu es toujours là, que, effectivement, tu manques d'énergie pour tout faire, puis tu vas couper plus dans le sport que dans les tâches ménagères ou les tâches reliées aux enfants ou ton travail? Parfait, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu as à dire. Puis celles qui s'y reconnaissent, vous le direz. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on devrait couper sur notre travail et les tâches ménagères quand on est enceinte, puis qu'on n'a plus la force de tout faire. Et on devrait plutôt garder notre énergie pour notre santé mentale, parce que ici, plutôt en France, la principale cause de mortalité maternelle, c'est le suicide. Donc, notre santé mentale est tellement négligée chez les occidentales qu'on se ramasse à être en détresse toute seule de façon isolée. Et c'est la principale cause de décès maternel, ce qui est immense. Donc, pourquoi pas plutôt prioriser ce qui nous aide dans notre tête, donc nos loisirs et le sport pour tous les bienfaits sur notre santé, mais aussi sur celle de bébé. Il y en a tellement beaucoup. Est-ce qu'on ne devrait pas renverser la vapeur, puis à la place, prioriser justement notre santé mentale et notre santé physique, plutôt que de prioriser notre productivité au travail et notre productivité dans les tâches ménagères? Et ça, ouais, j'aimerais ça, Julie, pouvoir faire des prescriptions parce que je pourrais vous jurer que je vous prescrirais tout ce petit revers, ce petit changement de culture-là qui est nécessaire selon moi. Et moi, je l'ai appliqué ça à ma quatrième grossesse. Donc, ma quatrième grossesse, je l'ai vécue très difficilement parce que c'était un bébé surprise. On était ailleurs dans notre vie, on vivait en autobus, on faisait le tour du monde. Finalement, on a vendu l'autobus, on s'est racheté une maison, retourné en maison, ça a été tellement dur comme deuil. Fait que moi, d'instinct, parce que j'avais pas encore lu ces études-là, quand j'avais pas la force d'aller au Zumba, ben j'allais quand même aller au Zumba, puis à la place, j'allais pas faire la vaisselle. Puis ce que ça a fait, puis à un moment donné, j'avais plus la force de faire aucun sport, fait que j'ai arrêté de travailler en fait. Puis ce que ça a fait, c'est qu'autour de moi, tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde s'est mis à en faire plus, ma famille, mon chum, même mes enfants. Tout le monde s'est mis à en faire plus autour de moi. Et quand bébé est né, j'ai enfin pu me reposer pour vrai, même si c'était mon quatrième, parce qu'autour de moi, tout le monde avait déjà pris le relais. Donc, il y a quelque chose aussi d'être très intelligent à prioriser notre sport et nos loisirs plutôt que le travail et les tâches ménagères, parce qu'on se ramasse en fait à obliger notre village à se mobiliser avant qu'on soit vraiment très vulnérable en postnatal. Donc, il y a quelque chose, vous me direz là comment vous le voyez. Donc, moi, je le vois comme ça. Donc, c'est un changement de culture, évidemment, parce que ça peut être très confrontant pour quelqu'un de dire, OK, toi, tu vas arrêter de travailler ou tu vas arrêter de faire ta balayeuse, tout ça, puis tu vas aller faire ton Zumba. Donc, ça peut être très, très confrontant, mais c'est culturel. Donc, c'est le fun, des fois, de s'arrêter puis de voir qu'est-ce que je veux garder de cette culture-là, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants. Et moi, clairement, mes enfants, je vais les inviter à privilégier le Zumba à la vaisselle quand ils seront en fin de grossesse, si jamais ils décident d'avoir des enfants. Et là, on va répondre à une autre question qu'il y a eu en début. C'était Julie, justement, qui a eu le courage de commenter en premier. Donc, Julie qui dit tout ce qu'on faisait avant, on peut continuer enceinte. Il va y avoir des bémols que je vais nommer tantôt. Mais peu importe ton niveau de sport d'avant-grossesse, la grossesse est un excellent moment pour débuter une activité sportive. Donc, c'est enceinte, c'est un très bon moment pour commencer à faire du sport.
Donc ça, je sais pas si vous pouvez vous le répéter en boucle, mais c'est vraiment un excellent moment de se découvrir comme sportive. Puis marcher, c'est un excellent sport. Si c'est ça qui te parle, c'est vraiment merveilleux. Donc, ce qu'on veut éviter, en fait, quand on fait du sport, je vais vous donner 4 choses à éviter tout de suite après. Mais grosso modo, on veut vraiment éviter une chute parce que notre placenta, il est plus fragile. Hein? On ne voudrait pas qu'il décolle un petit peu. Et on veut éviter les impacts au ventre, évidemment. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu étais la meilleure skieuse du monde avant d'être enceinte, tu n'as plus le même centre de gravité ni les mêmes réflexes de protection parce que ton ventre est vraiment étiré, ton abdomen n'est plus aussi compétent pour te protéger. Donc, tu te ramasses un peu plus à risque finalement de chute. Donc, les sports plus dangereux pour la chute, justement, on va peut-être un peu les éviter. Donc, tantôt, j'avais quelqu'un qui avait dit, moi, mon médecin m'avait dit de ne plus faire de vélo. Donc, ça, c'est quand même une recommandation que je garderais d'éviter justement le vélo parce qu'on est plus à risque de chute. Ça ne prend pas un très gros impact pour décoller notre placenta. Donc ça, il faut faire attention. Ski, vélo, toutes ces choses-là, évidemment, là, faut y penser. Là, avant de tomber sur les 4 choses là, à prendre en considération en faisant du sport enceinte, je veux juste vous dire qu'une fatigue excessive, une douleur, des saignements, des écoulements vaginaux abondants, des vertiges, des essoufflements, des palpitations, des sensations de faiblesse, de la tachycardie, des difficultés à marcher, une diminution des mouvements de bébé dans notre BDN, des contractions qui persistent. C'est toutes des conditions que dans ce temps-là, il faut aller voir un médecin. OK? Donc, si c'est quelque chose qui vous arrive, vous le savez déjà, là, c'est pas nécessairement lié au sport, mais si ça vous arrive, il faut consulter un médecin. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est d'ajuster l'intensité. OK? Donc, on n'aura pas la même intensité quand on est enceinte. Donc, enceinte, l'objectif, ce ne sera pas de performer ou d'améliorer nos performances. Quand on va parler de pole fitness aussi, Julie. Parfait. Donc, on ne veut pas nécessairement performer pour gagner une compétition là, nécessairement enceinte. En fait, on ne veut pas dépasser là, 140, 150 battements par minute quand on est enceinte et on ne veut pas monter notre température corporelle de plus de 1,5 degrés. Donc ça, c'est une petite base. Fait qu'on essaie d'éviter les environnements peut-être un peu trop chauds ou de se ramasser à être en mesure de parler en faisant notre sport. Donc, on veut être en mesure de parler en faisant notre sport, c'est évident. Donc, ça, c'est les petites recommandations un petit peu plus précises que j'avais envie de vous donner. Voilà. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Là, on va regarder l'effet du sport sur le périnée. Je vais juste voir avant, là, je vais répondre à quelques questions avant d'aller voir les effets du sport sur le périnée. Puis après ça, on va aller voir qu'est-ce qui a été démenti comme croyance dans les dernières études scientifiques. Donc, ça, j'ai hâte de vous en parler aussi. Fait que là, je vais juste aller voir ici. Je vais peut-être y aller ici parce que vraiment, je l'ai fait avec mon Facebook. Parfait. Donc, Sarah, ma docteure a dit d'arrêter le vélo et le canot. Donc, moi, j'ai fait du canot enceinte de mon 4e, un 14 km. C'est pas si pire là en canot, on s'entend. Mais effectivement, moi, ça m'a blessé mon rectum. Ça m'a fait faire une descente d'organes. Là, je ne sais pas si c'est pour ça que ta médecin t'a dit, fais pas de canot enceinte, ça peut descendre les organes. Tu me diras, Sarah, si c'est ce qu'elle t'a dit. Mais effectivement, le vélo, c'est plus risqué de faire des chutes. Ça prend vraiment pas grand-chose là pour un petit décollement en placenta. Fait qu'on essaie d'éviter les risques de chute avec des sports comme ceux-là qui demandent un peu plus d'équilibre. Donc, au niveau de l'aménagement paysager, ça, on va peut-être en parler tout de suite parce que, effectivement, en fait, soulever des charges, là, il y a des recommandations très claires de la CNESST. Par exemple, là, si tu lèves plus de tant de fois, tant de livres par semaine, il faut que tu sois en arrêt de travail et tout ça. Donc, moi, ce que j'ai lu par rapport au périnée, parce que quand je lis des études, c'est par rapport au périnée. Fait que pour le reste, là, je veux dire, je ne vais pas aller contre les recommandations de la CNESST, évidemment. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, par exemple, pour développer une diastase pathologique, 100% des femmes ont une diastase enceinte, c'est vraiment pas grave, mais
Certaines filles, ça va être pathologique. Donc, quasiment une femme sur deux, après un enfantement, ce sera pathologique. Et c'est 67% des 45 ans et plus qui ont des diastases pathologiques. Ça, une diastase, c'est la séparation des abdominaux. Ça l'amène beaucoup d'instabilité pelvienne, mais aussi au dos. Donc, des inconforts, moins confiance en notre corps. Donc, c'est quand même important. Puis, ce qu'on réalisait, c'est qu'enceinte, il y avait 2 critères qui prédisposaient vraiment au développement d'une diastase pathologique. Il y avait un, les gènes. Donc, si ta mère, tes tantes, sœurs, cousines ont eu des diastases, t'es plus à risque. Et le deuxième, c'était soulever une charge lourde plus de 20 fois dans ta semaine. Ça te prédisposait à développer là, une diastase pathologique. Donc, la recommandation, c'est vraiment de soulever des charges peut-être plus légères ou modérées, mais pas aller dans des charges très élevées parce que ça pouvait avoir un impact à long terme. Donc, avec le jardinage, je pense que c'est plus la posture accroupie qui pourrait être dérangeante. Côté bactéries dans la terre, ça, je me sentirais pas à l'aise de donner des recommandations, là. Je suis le genre à jardiner tous les jours aussi, là, même avec mes bébés dans la terre, qui mangent de la terre, les carottes à même la terre. Fait que je suis pas une référence en termes de bactéries de terre, mais je pense que c'est plus la posture accroupie. Est-ce que c'était ça qui t'inquiétait ou c'était la levée de charge, Christine, qui inquiétait ton beau-père? Donc, c'est la question que je me demande parce que moi, ce serait pas une contre-indication. Par contre, je donnerais des postures parce que c'est vrai qu'accroupi, ça fait beaucoup de pression. Ça peut faire des varices vulvaires quand on est enceinte. Donc, ça, je ferais des recommandations quand même là pour essayer de protéger plus la région vulvaire là, de cette façon-là. Donc, pour les femmes qui veulent un bébé après 45 ans, on va y aller tout de suite. Mel, là, t'as assez attendu. C'était ton tour. Je réponds à ta question. Donc, en fait, à partir de 35 ans, moi, c'est ce qu'on me dit, puis là, je vais partir dans tous les sens, je me connais, on est considéré comme une grossesse gériatrique. Donc, moi, j'ai eu un enfant à 40 ans, mon dernier était à 40 ans. On est considéré des grossesses gériatriques après 35 ans, c'est fourette. Puis l'autre fois, je lisais une étude sur l'effet des étirements sur le corps, puis tout ça, puis il parlait des personnes âgées, et âgées, c'était 45 ans, fait que déjà, ça, là, je veux dire, côté scientifique, là, c'est curieux. Donc, là, mon avis là-dessus, puis si c'est toi, Mel, on pourra s'en parler peut-être plus en privé, parce que dans des lives, je vais quand même me filtrer un petit peu, même si je suis la physio pas gênée. Donc, on pourra s'en parler. C'est sûr qu'au niveau des tissus, peut-être qu'ils sont un petit peu moins élastiques, mais 45 ans, ça reste encore relativement jeune. Donc, il y a quand même moyen de bien étirer, de faire de l'espace, de soutenir un peu mieux notre corps. Je pense que ça, culturellement, on ne sait tellement pas comment soutenir notre corps durant la grossesse, durant l'accouchement aussi. Donc, cette culture-là de la naissance qui est à remettre en question aussi pour nous aider aussi dans notre qualité de vie à long terme. Puis le postnatal. Donc, moi, j'aurais pas tendance, là, au niveau physique, à dire qu'il y a des limitations. Ceci dit, au niveau de bébé, est-ce que ça change quelque chose? Ça, ce serait plus un médecin qui pourrait te répondre. Moi, la seule chose que je dirais, c'est, mais peu importe l'âge que tu as, je pense que ça vaut vraiment la peine de juste se donner un peu plus d'amour durant la grossesse pour soutenir, en fait, tous ces changements qui ont lieu et s'assurer que nos tissus, ben, ils suivent ces changements-là. Donc, ils suivent là, les transformations. Donc, on peut aider notre corps à se transformer. Puis, s'il y a de la difficulté, on peut le soutenir. Fait que moi, j'aurais plus tendance à le voir comme ça. Pour le niveau périnéal, ceci dit, il y a beaucoup de choses qui arrivent à 45 ans sans même accoucher. Donc, pour plein de raisons au niveau de notre santé pelvienne. Entre autres, parce que dès l'âge de 15 ans, on commence à perdre des petits vaisseaux sanguins profonds qui amènent des nutriments, drainent les toxines. On appelle ça les capillaires sanguins. Donc, on en perd une partie dès l'âge de 15 ans. Fait que ça accumule avec le temps. Fait que c'est comme une espèce là, de profondeur que ça vaut la peine d'apprendre à soutenir, en fait, dès l'âge de 15 ans. Fait que moi, j'aurais pas tendance à te dire pour ton périnée non. Parce que de toute façon, idéalement, il faudrait apprendre à se soutenir, enceinte ou non. Puis enceinte, des fois, c'est un bon moment là, pour se découvrir et se soutenir mieux. Donc, tu m'en reparleras en privé, ma petite Mel. On s'échangera là-dessus. Donc, c'est plus difficile de faire du sport quand on a les enfants. Effectivement, moi, personnellement, puis ça, psychologiquement, à différents niveaux, là, je ne vais pas aller là-dedans aujourd'hui, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent là, dans l'énergie où on la divise, en fait.
dans notre quotidien. Et moi, personnellement, puis là, vous me direz si c'est votre cas aussi, les filles, ça m'a pris un bon 2 ans avant d'avoir envie de reprendre à faire du sport après un accouchement. Donc, j'ai pas commencé à faire du sport immédiatement. C'est ça, je me suis mis à bouger et tout ça parce que ma santé mentale en a besoin. Mais vraiment, recommencer à faire du sport pour moi, ça m'a pris 2 ans. Puis ce qu'on voit dans les études, qui est officiel, c'est qu'on peut pas s'attendre à retrouver notre niveau sportif avant au moins 1 an postnatal. Peu importe comment tu étais en forme avant, on peut pas espérer retrouver avant ça notre niveau sportif parce qu'on est vraiment en remodelage toute une année suivant la naissance. Donc, je sais pas, Marie-Lou, t'en es où? Puis si ce que je viens de te dire, ça fait du sens pour toi ou non. Fait que toi, Marie-Lou, Alexandra, t'as envie de bouger plus. Je suis en arrêt, ça c'est dur. Parfait. Là, ce qu'on dit d'éviter, c'était dès le début de la grossesse, elle m'avait aussi dit que ma grossesse était top notch. Ok, je vais changer parce que vraiment dans mon cellulaire, ça n'arrête pas de bugger. La vidéo, c'est à cause des bosses et les canaux parce que je ne sais pas. Mais c'est ça, pour moi, le canot, c'est un peu comme le jardinage tantôt avec Christine. Trop de pression dans la région pelvienne, fait qu'il faut essayer de bouger souvent. Puis le canot, ben, tu peux pas de temps te mettre debout puis te reposer aux 15 minutes. Fait que voilà. Fait que vélo, généralement, on va recommander à tout le monde pas mal d'arrêter. S'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, vous pouvez me le dire. Moi, c'est ce que j'ai lu. Parfait. Puis là, Marie-Lou, le ménage, là, ça, c'est triste parce que quand je suis enceinte de ma deuxième, j'étais tellement fatiguée en fin de grossesse, puis j'ai dit, regarde, je fais la mop. Moi, je suis une sportive, là. Je fais la mop, puis je suis essoufflée, je suis en sueur, puis après ça, il faut que je fasse une sieste. Est-ce qu'on pourrait dire que faire ma mop et du sport? Puis elle m'avait dit non, mais c'est pas vrai, c'était du sport faire ma mop. Donc oui, le ménage, si ça monte ton niveau d'énergie par rapport au repos, tu es en train de faire du sport. Fait que moi, la mop, c'était une activité sportive, je vous le jure. J'aimais mieux le Zumba, OK? Mais ça reste une activité sportive, moi, je suis certaine. J'ai lu... Ouais, ça, on l'a lu. Tantôt, tu voudrais couper sur les tâches ménagères. Le pôle fitness. Là, ce qui arrive avec le pôle fitness, ça va être vraiment du cas par cas. Parce que, en fait, ben, faut pas chuter, déjà, numéro 1. Puis l'affaire, c'est que c'est tellement des gros efforts de l'abdomen. Et là, notre abdomen est quand même assez désavantagé. Enceinte est très étirée. Donc, dépendamment, toi, la forme de ton ventre, tu sais, il y en a qu'on dirait qu'ils n'ont même pas de bédaine, sont rentrés à 8 mois, là. Moi, par exemple, je suis enceinte jour 1, puis j'ai de l'air enceinte de 8 mois. Donc, ça va dépendre beaucoup d'à quel point tes abdos sont étirés. Quand tu les contractes, est-ce que ton ventre est compétent ou il est en inversion de commande? Donc ça, ça s'évalue. Moi, je l'évalue chez mes clientes virtuelles avec une vidéo lors de leur évaluation initiale avant de commencer leur routine pelvienne à mes côtés. Donc, ça s'évalue très bien, les compétences abdominales, s'assurer qu'on n'est pas en inversion. Donc, en grosso modo, une inversion de commande, c'est quand on vient gonfler dans le ventre avant de faire un effort, au lieu de contracter en ayant le nombril qui s'en va vers la colonne et le cœur. Donc, quand on a une belle contraction vers la colonne et le cœur, on sent que le dos s'allonge. Généralement, c'est qu'on est en bonne contraction. Puis quand on a le ventre qui gonfle, on rapetisse la région lombaire, on est sous tension. Là, on est en inversion de commande. Ça, c'est... On bloque le souffle, c'est moins indiqué là, dans ce temps-là. Fait que pour le pole dancing, moi, j'aurais tendance à y aller cas par cas. Dépendamment d'où est-ce que tu en es dans ta grossesse, les risques de chute associés, comment tes abdos évoluent, tes compétences abdominales, mais il y aurait de chances là, que je ralentisse bien du monde dépendamment de ces critères-là en fait. Donc, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Parfait. Sinon, Alexandra, soulever une charge, on parle d'un deadlift. Ouais. Fait qu'un deadlift, on va vraiment réduire les charges. Ouais, ben c'est parce qu'il faut que tu lèves ton poids pour venir squatter. Donc, mais tu sais, c'est 55 livres environ qu'on estime comme charge légère, modérée. Donc, 55 livres, je sais que c'est pas tant que ça. Mais encore une fois, toi, ton 55 livres, quand tu lèves, est-ce que tu bloques ton souffle? Donc, à chaque fois que tu fais un effort qui bloque ton souffle, ben, t'es pas en train de t'aider toi ni bébé.
Donc, déjà, est-ce que tu peux soulever cette charge-là sans bloquer ton souffle? Est-ce que quand tu la soulèves, justement, tu n'es pas en inversion de commande abdominale comme j'ai parlé juste avant? Est-ce que tu as un bon contrôle? Donc, ça, c'est tous des signes. Parce que souvent, la diastase va être pathologique quand on pousse dans le ventre au lieu de bien rentrer, sentir qu'on est en grandeur et soutenu. Donc, c'est toutes des choses à faire attention. Fait que le deadlift, souvent, c'est parce qu'on va quasiment lever notre propre poids, là. Fait qu'on va réduire ça. Fait que moi, je viserais du 55, dépendamment de ton niveau de forme, là. Grosso modo, c'était le nombre de livres qu'il disait, mais j'aurais tendance à, c'est ça. Parce que si tu fais 20 le deadlift, par exemple, à 100 livres, là, tu es plus à risque de développer une diastase patho selon tes stratégies. Mais tout ça, ça s'évalue. Hein, tout ça, ça s'évalue. Moi, j'évalue toutes mes clientes enceintes avant qu'ils commencent leur programme de grossesse avec moi. Fait qu'on peut donner des conseils plus précis. Ben oui, c'est du temps de sport, le ménage, Marie-Lou, mais pour ta santé mentale, ce serait quand même bien que tu ailles ton Zumba si tu aimes ça. Parfait! Donc là, j'allais finir avec ce que j'avais envie de vous transmettre. Donc, c'est super intéressant de savoir que on observe une diminution des compétences pelviennes, donc les protections de nos muscles planchers pelviens. Après 90 minutes consécutives de sport, notre plancher pelvien diminue de 17% ses compétences. Fait qu'on perd tu divises ton muscle en 5 puis tu en enlèves le 5e. Il t'en reste juste 4 sur 5 pour contracter. Fait qu'on essaie d'éviter là, de faire plus de 90 minutes de sport consécutif, en fait. Et moi, j'ai des sportives là, intenses qui font des 10 heures de vélo, qui font de la natation, de la course ici dans le Nord. On a vraiment beaucoup d'Ironwomen. Fait que ça, je leur donne des consignes plus précises à leurs besoins à elles. Après 90 minutes, il y a un petit protocole à faire. Mais sinon, grosso modo, ça a l'air de ça. Donc, ce qu'on observe au niveau pelvien, parce que là, il y avait la théorie aussi que peut-être vous avez déjà entendu que les sportives, ils ont un vagin qui s'étire moins bien. C'est carrément faux. Donc, au niveau de la force pelvienne, en fait, on observe que les filles qui s'entraînent plus de 3 fois par jour ont des planchers pelviens beaucoup plus musclés. Donc, déjà ça, quand tu pars plus forte avant d'accoucher, ta guérison se passe mieux. Donc, tu es moins à risque de séquelles. Au niveau des symptômes pelviens, si tu as une augmentation de tes symptômes pelviens durant l'activité, c'est signe qu'il faut que tu t'ajustes. Parce qu'en fait, ce qu'on ressemble, c'est que ce qu'on réalise, c'est quand on a des symptômes pelviens, donc lourdeur, perte urinaire, douleur posturale, poignante les omoplates, douleur au bassin, c'est que notre musculature n'a plus la force nécessaire pour soutenir nos organes, le contenu de notre squelette. Donc là, on est plus à risque de se faire des blessures, puis on sera plus performante. De toute façon, on n'aura plus autant confiance. Fait que ça, c'est un critère là, pour s'ajuster. Juste être ça, parce que j'ai une cliente dans pas long, je ne voulais pas dépasser non plus. Donc, les recommandations, là, c'est nos muscles profonds, tu sais, plancher pelvien transverse, ils sont là pour nous stabiliser au niveau de la posture. Fait que si moindrement, là, ta posture, elle change un peu pendant que tu fais ton sport, ben là, c'est peut-être signe que ta musculature, elle est moins en forme pour te soutenir, là, dans l'activité que tu es en train de faire. C'est peut-être le temps, là, de faire une petite pause. Et là, dans les choses qui a vraiment été super intéressantes que j'ai lues dans la littérature scientifique, bon, je l'ai dit tantôt, hein, que les vaisseaux sanguins du placenta s'amélioraient quand on était enceinte, mais il n'y a pas d'effet néfaste sur bébé, sauf si tu ne manges pas assez. Donc, ils ont réalisé que les filles qui ne mangent pas assez, ben là, ça pouvait nuire à bébé, en fait. Donc, il faut s'assurer, la seule chose qui pourrait faire que ton sport nuit à ton bébé dans des conditions normales ou est-ce que tu n'es pas une grossesse à risque avec un suivi particulier, c'est si tu ne manges pas assez. Donc, ça, je trouvais ça pertinent de le lire. Parfait, parfait, parfait. Et la reprise du sport maintenant. Après ça, je vous laisse aller. La reprise du sport en postnatal. Donc, vraiment, là, il faut attendre c'est une bonne année avant de redevenir performant. Et il faut quand même respecter qu'il y a tellement de choses qui sont chamboulées. On est en transformation aussi comme personne. Il faut se retrouver. Il y a tellement de repères qu'on perd. Il faut les retrouver. On se réidentifie. Donc, il y a quand même quelque chose de gros qui se passe dans le postnatal. Donc, moi, personnellement, c'est toujours 2 ans en postnatal que ça me prend avant de vraiment avoir envie de performer à nouveau. Donc, pour reprendre le sport et pas affecter l'allaitement, par exemple, il faut encore une fois manger suffisamment. Donc, ça, c'est revenu dans l'étude que souvent les personnes qui avaient
des problèmes avec la reprise du sport en postnatal dans leur santé ou celle de bébé ou leur allaitement, c'était celles qui ne mangeaient pas assez. Il faut aussi considérer qu'il y a une guérison, donc il y a un minimum de guérison par rapport à nos tissus suite à la naissance. Donc, on a un bon là, 6 semaines au niveau des ligaments. Et c'est juste 60% des filles qui ont retrouvé leur nerf pelvien 2 mois après l'accouchement. Donc ça, on va recommander pour les sports peut-être plus intenses comme la course, les sauts et tout ça, d'attendre un bon 3 mois, être sûr que tes nerfs sont revenus. Parce que si tes nerfs sont encore en guérison puis que tu te mets à faire des mouvements rapides ou plus intenses, bien là, tu te ramasses à avoir des moins bonnes réactions de protection. Donc, tu es plus à risque là, de créer là, ou de nuire un peu à la guérison de tes organes et tout ça. Donc, avec la césarienne, ça va changer les recommandations. J'avais pas pensé à aller là-dedans aujourd'hui, là, la césarienne. Donc, quand même, le sport après l'accouchement, ça augmente l'énergie, ça réduit la fatigue, ça aide la gestion du stress, ça redonne une impression de contrôle là, quand on n'a plus tant que ça. Ça réduit aussi l'incidence de dépression postnatale de faire du sport postnatal et ça améliore la condition cardiovasculaire qui est la deuxième cause de décès postnatal, c'est cardiovasculaire. Donc, 1 suicide, 2 cardiovasculaire. Donc, ça a quand même beaucoup de bienfaits, mais il ne faut pas non plus dépasser aussi, là. Tu sais, il y en a qui disent un coup de pied au derrière, puis après la machine part, mais il y a des repos réels qu'on a besoin en postnatal. Ça pourrait être le sujet d'un autre live. Voilà. Ça n'a pas de différence de faire du sport en postnatal sur notre métabolisme de repos. Ça, c'est vraiment un coup de marketing. Ça n'a aucun rapport. Changement de métabolisme au repos quand on est sportif après le postnatal. Ça ne te fera pas perdre plus de poids rapidement de faire du sport postnatal. Il n'y aura pas moins de gras corporel en faisant du sport postnatal. Il n'y aura pas de différence dans la prise de poids de bébé non plus. Ça ne changera pas ton lait maternel à condition que tu te nourris suffisamment. Donc, en termes de poids, on ne recommande pas là, la perte de poids rapide en postnatal. Ça pourrait contribuer justement déshydratation, manque d'énergie, la fatigue, plein de choses comme ça. En fait, c'est maximum 0,45 kg par semaine qu'on devrait perdre. Plus que ça, là, ça pourrait affecter. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions depuis. Je vais retourner voir juste ici. Ça ferait le tour de ce que j'avais envie de vous transmettre concernant la grossesse et le sport. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris? Est-ce qu'il y a des choses que tu savais déjà? Est-ce que ça va changer ta façon de faire dans une prochaine grossesse, la grossesse que tu es actuellement? Donc, j'ai hâte de voir l'impact de ce petit dîner pas gêné-là sur ta réalité à toi. Et je rappelle aux professionnels de la périnatalité qui va avoir leur juste par rapport aux transformations physiques et la santé pelvienne et tout le côté culturel. Je serai dans l'Anaudière le 14 septembre prochain. C'est possible de faire en diffusion virtuelle aussi cette formation-là. Et j'ai une cohorte pour les filles enceintes qui débutent dans 2 ou 3 semaines. Donc, si tu es intéressé, tu as juste à commenter. Mon adjointe va te donner toutes les informations pour faire la belle cohorte de soutien, hein, justement, tes transformations, préparation à l'accouchement et postnatal. Donc, ça va me faire plaisir de travailler avec toi. Sur ce, les filles, je vous remercie d'avoir été si nombreuses à m'écouter aujourd'hui puis avoir réagi. C'est le fun d'avoir l'impression de parler à du monde que j'aime ça. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite un super beau reste de journée et j'espère que vous avez apprécié votre petit dîner à mes côtés. Donc, sur ce, je vous laisse continuer votre journée. À très bientôt, les filles. Inscrivez-vous tout de suite pour les 2 prochaines séances de dîner pas gêné. Il va y avoir, c'est encore la grossesse. Je parle 2 autres semaines de grossesse, vu que j'ai une cohorte de grossesse qui part bientôt. Je vais vous montrer finalement l'importance de soutenir son corps. Donc, les 2 prochains lives, c'est aussi sur la grossesse. Celles qui sont intéressées, là, vous pouvez vous inscrire. Ariane, merci tellement pour ce beau partage d'informations. Toujours un grand plaisir de t'écouter. Yeah! La formation pour pro est vraiment géniale aussi. Youpi! Donc, Sarah, merci. Marilou, merci. Julie, merci. Bon, ben, c'est vrai. Je vous laisse, les filles. Merci d'avoir été là et on se reparle mardi prochain midi. Bye tout le monde!